Et que j'ai pas mangé. Que j'ai pas mangé. Non, je vais dire que vous l'avez mangé. Vous avez dit que vous n'avez pas mangé. C'est que je vous soupçonne de ne plus le manger. Je vais dire, ça fait combien de temps que je l'ai la mangé? dernière fois que vous l'avez mangé? Je pense que ça va faire une semaine. Ah ouais? Une semaine, oui. Vous l'avez mangé dans quoi? Dans la sauce de... c'est une sauce nigériane. Ah ouais? Allons-en. Je connais pas trop le nom. Ogono? Oui, je crois, oui. Oui. Ah, la sauce Ogono, c'est ça. C'est ça, dans ça on met le mpunga. Ah, oui. C'était un restaurant nigérien, vous étiez? Oui, bon... pas nigérien, en tout cas... anglo, bamileke, et puis bon, ça, on est quand même assez proche là, oui. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas loin de ça aussi. On a ça au menu, non, Gilbert, chez nous aussi. Cette sauce-là, voilà. Il paraît que chez nous aussi, dans les régions anglophones, on a ça au menu. Et donc, disons que... Et la viande d'escargot, ça fait quand la dernière fois? La viande d'escargot, malheureusement pour la viande d'escargot, je la consomme plus parce que il fut une fois j'ai consommé chez quelqu'un qui avait mal nettoyé. Voilà. Et puis ça m'a fait vraiment beaucoup de misère dans le ventre. Et ça, quand je pense à ça, je suis pas à l'aise, quoi. Mais est-ce que c'est tous les bassards qui s'appellent mbok? Je sais pas, mais c'est mon ventre qui encaisse. C'est ma santé qui en pâtit. Tous les bouts là, ça s'appelle pas Chinda. Donc, c'est avec beaucoup de vertus. Hein. On aurait l'occasion peut-être de regarder cet élément qu'on aurait mieux compris cela. Mais surtout des vertus cicatrisantes, donc régénératrices aussi des cellules. Oui. Bah, c'est pas mal. Je vous conseillerais de faire fi de ce que vous avez mangé avant et d'être sélectif désormais, mais continuer d'avoir un menu quelque part, la viande d'escargot, ce sera pas mal. Okay. Allez, avec le coach Bertin Chinda, donc ce matin, je vous le disais, tantôt on parlera de prendre le contrôle de sa vie à partir de 2022. Vous estimez que vous avez 22 ans sur Terre, 25, 30, 40 ans sur Terre, et que vous n'avez absolument pas encore pris le contrôle de votre vie, ça peut arriver, mais ne vous en faites surtout pas, on discutera de ça avec vous dans un instant. Avec le coach dans un instant. Alors coach, bon, comment comprendre ça, coach? Prendre le contrôle de sa vie en 2022, on a l'impression que notre vie n'a jamais été sous contrôle, coach. C'est un peu infantilisant pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Pas trop cru, c'est quoi? Pourquoi un thème comme celui-là, en ce moment particulièrement? Et le dit, prendre le contrôle. Oui, je pense que le thème, la façon de le dire n'est pas assez creux, n'est même pas assez creux, parce qu'aujourd'hui, vous voyez des personnes qui sont mortes à l'âge de 20 ans, et on va les enterrer à 75 ans, c'est-à-dire qu'ils ont pris la retraite à l'âge de 20 ans. Ils ont perdu le contrôle de leur vie à l'âge de 20 ans. Pas morte au sens propre. Quand je dis morte au sens figuré, c'est-à-dire que qui ne vivent plus, qui ont donné la procuration de leur vie à d'autres personnes, aux événements de la vie, tels que la crise économique, tels que le manque d'emploi, tels que leur qualité de peau, tels que leur origine géographique. Ils ont perdu tout espoir à la vie après avoir été brillants tout dans le premier parcours scolaire, parcours académique, ils ont été brillants, mais au sorti de là, ils ont testé X, Y choses, ça n'a pas marché, et puis ils ont baissé les bras. Elles sont psychologiquement décédées à l'âge de 20 ans, on va les enterrer à l'âge de 40, à l'âge de 50, 60, 75 ans, ou bien, voire même 80 ans. Donc pour ceux-là, nous pouvons leur dire comment est-ce qu'on peut les accompagner à comprendre comment prendre leur vie en main à partir de 2022. Et je pense que beaucoup de personnes se retrouveront dans cette logique ou bien dans cette démonstration que je suis en train de faire. Vous voyez combien de personnes l'année dernière ont dit que ça suffit. Il faut que ma vie change à partir de 2021. Combien de personnes ont dit en 2019 que ça suffit. Il faut qu'en 2020 les choses changent. Ou bien en 2018, combien ont dit qu'il faut que 2019 change. Donc vous voyez que il y a toute une catégorie de personnes, c'est-à-dire que ceux qui ont expiré, ceux qui respirent, ce sont ceux-là qui ont pris leur vie en main, et il y a ceux qui ont expiré, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu faire quelque chose. Il y a ceux qui conspirent, parce que quand vous expirez, la seule chose c'est de faire
des petits commentaires au quartier, en route, ou bien ne pas véritablement prendre la mesure de qui vous êtes. Parce que nous sommes des êtres humains. Les êtres humains sont des êtres incroyablement forts dans lesquels il y a un pouvoir illimité qui suffit tout simplement de commencer à faire ce qu'ils n'ont pas encore pu faire afin d'obtenir des résultats qu'ils n'ont pas encore pu obtenir jusqu'à présent. Alors donc je dis que ce thème n'est pas fort. Ce thème n'est pas fort et à un moment donné il faut ce coup de force pour permettre aux gens de se bouger et de ne plus donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, la procuration de leur vie à d'autres personnes. Vous connaissez certainement, quand je décris les catégories de personnes, vous connaissez certainement le jeu de la caravane. Quand la caravane des Rio, la caravane des mariages. Dans la caravane, vous voyez les gens qui chantent et dansent. Ils chantent comme ils veulent et dansent comme ils veulent. Donc ils sont les maîtres de la caravane. Ils sont les maîtres de la chanson. Dans la vie, c'est la même chose. Il y en a qui prennent la mesure de leur vie en main. Et ils dansent la chanson qu'ils produisent. Ils dansent leur mélodie qu'ils produisent. Eux-mêmes, ils sont fiers de leur vie. À côté de la caravane, on a des gens qui sont souvent au bord de la route, qui admirent la caravane ou bien qui détestent la qualité de son produite par la caravane, mais n'osent pas rentrer là-dedans pour modifier. Donc dans la vie également, il y en a des personnes qui sont au bord de la route, qui attendent que le changement vienne de l'extérieur. Ils sont capables de faire quelque chose pour leur vie, mais ne font absolument rien, attendent que les gens fassent pour qu'eux ils changent. Ils peuvent critiquer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à côté, mais n'osent pas prendre des initiatives. C'est un peu comme les gens qui sont au bord de la route quand la caravane passe. Mais à côté également, tout à côté également, il y a ceux qui sont à la maison, qui ne savent même pas qu'une caravane est en train de passer. Donc il y a également ceux qui, dans la ville, ne savent même pas qu'ils sont capables de modifier la qualité de son, de modifier la qualité de leur danse, de modifier la qualité de leur vie. Ils ne savent véritablement pas. Mais grâce à STV et grâce à vous, Christian, on peut avoir ces informations et que l'on les prenne au premier degré, au second degré ou bien au troisième degré, ce serait encore le choix de chacun de nous de donner une directive à sa vie ou pas. De manière concrète, quand vous regardez dans la vie ceux qui n'ont pas pris leur vie en main, on observe quand même dans notre environnement, on a 80% des retraités aujourd'hui qui vivent dans une situation de précarité, qui aurait voulu vivre sur cette terre pendant toutes ces années jusqu'à la retraite et de vivre dans une situation de précarité. Mais pourtant aujourd'hui, on en a. Peut-être qu'ils n'ont pas tenu compte d'un certain nombre de choses, pendant qu'ils étaient encore bien actifs, ou bien ils n'ont pas préparé cette retraite quand ils arrivaient. Alors, prendre sa vie en main en 2022 vous permettra à ces retraités, bien ces personnes qui pensent que tout est fini. Pour eux, il faut les écouter. Dans leur langage, ils vous disent on est déjà sur le chemin de retour. Quand vous-même, vous pouvez proférer ces styles de phrases, on est déjà sur le chemin de retour, ça veut dire que vous n'attendez que la mort. Et la mort s'en fout du fait que vous soyez content ou pas content. Si vous n'êtes plus prêt à vivre, elle vous dégage. C'est pour cette raison que vous allez négliger votre santé, vous allez négliger votre épanouissement, vous allez négliger un certain nombre de choses. Donc nous avons 80% de retraités qui vivent aujourd'hui dans une situation de précarité, et je pense avoir même les mots assez doux pour ne pas dire une situation de mendicité. Nous avons 70% de jeunes qui sont sans qualification. Ils ont fini le master à 22 ans, ou à 20 ans, voire même à 25 ans, mais ils croisent les bras, ils se disent qu'ils ne peuvent plus rien puisqu'ils n'ont pas eu d'emploi. Et ils accusent le gouvernement. Je ne suis pas en train de vouloir dédouaner le gouvernement, mais sachez que vous pouvez être des créateurs d'emplois et non des consommateurs d'emplois, parce qu'en vous, en tant qu'être humain, vous avez un pouvoir illimité. Nous avons travaillé pendant toutes ces dernières semaines sur comment entreprendre.
comment entreprendre, comment, je veux dire, faire des choses pour soi-même. Nous avons travaillé là-dessus. Donc, nous avons 70% des jeunes qui croisent les bras et qui attendent que les choses changent de l'extérieur. Et quand ils viennent en entretien, vous dites qu'est-ce que vous connaissez, quelles sont vos capacités, donnez-moi votre offre de valeur. Ils vous disent que j'ai un Master 2, ils vous disent que j'ai un doctorat en pétrochimie, j'ai un doctorat en ceci, cela, mais à la fin, le doctorat ne donne pas à manger. Donc, vous devrez être plus entreprenant en prenant votre vie en main. Nous avons 45% des jeunes, c'est-à-dire sur les 70%, on a 45% qui sont sans emploi. Sans emploi, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas faire quelque chose. Ils ne comptent que sur leur diplôme. On a 90% des jeunes dont le salaire est plafonné. Ils n'aspirent plus quitter de 100 000 francs à 120 000 francs ou de 400 000 francs à 450 000 francs. Donc la situation, elle est très critique. À regarder tout cet ensemble de choses, on se rend compte qu'on a 97% de la population qui passe chaque année à disputer les 3% de la richesse restante, tandis qu'il y a 3% qui ont pris leur vie en main, qui se partagent tranquillement les 97% de la richesse. Et on peut parler du milliardaire tel, du milliardaire tel autre, et ainsi de suite. Et voilà comment est-ce que d'autres passent tout le temps à se prendre pour victimes. Et d'ailleurs, je voyais, j'ai lu sur les réseaux sociaux hier, un jeune qui, entre guillemets, disait qu'il a gagné au jeu au hasard 13 milliards, quelque chose, et qu'il pensait que sa vie devait changer par là. Vous voyez que on est dans une société où les gens pensent que leur vie, bon, je dis pas qu'il ne doit pas recevoir son argent, qu'il ne devrait pas recevoir son argent, mais on est dans une société où les jeunes pensent que leur vie peut changer rien qu'en faisant du jeu au hasard. Du jeu au hasard, c'est-à-dire qu'ils vont passer le temps à parier, et un jour, la vie peut changer. Est-ce que, coach, la vie aussi n'est pas faite de hasard? La vie n'est pas faite aussi de hasard. Je vais formuler ma question ici. Et ce n'est même pas une question de croyance. La vie, elle n'est pas faite de hasard. Le hasard, ce que vous entendez par hasard, c'est un croisement des opportunités qui viennent de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il faut que je sois prêt pour obtenir quelque chose, que cette chose-là vienne à moi. C'est que j'ai longtemps désiré cette chose, c'est que j'ai longtemps imaginé cette chose, c'est que j'ai longtemps prévu cette chose-là. Et les lois de la nature par l'interconnectivité font en sorte que cette chose-là vient à moi. On ne rencontre pas les gens au hasard, on ne trouve pas les opportunités au hasard, on trouve les opportunités et on les saisit parce qu'on est prêt. Voilà, donc la vie, pour répondre à ta question, la vie, elle n'est pas faite de hasard, mais elle est faite d'une préparation certaine. C'est pour cette raison que nous proposons aux jeunes ou bien à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, de prendre leur vie en main. Si vous ne prenez pas votre vie en main et devenir le responsable de votre vie, quelqu'un va la prendre en main et vous serez l'objet de la vie ou bien du développement de cette personne. Donc, et puis après 40 ans ou 50 ans, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer en vous disant que Dieu ne vous a pas aimé. Est-ce que s'asseoir devant un kiosque de jeux au hasard, coach, en longueur de journée, en matérialisant dans la tête qu'on sera gagnant des 1000 ou des millions ou des milliards, c'est-à-dire en le faisant tous les jours, n'est pas un peu aller provoquer sa chance, ce que vous avez dit, mettre en place quelque chose qui pourra permettre à ce que une autre chose vienne à soi par l'interconnectivité? Est-ce que ce n'est pas un peu provoquer cela, coach? Pour rester spécifiquement sur ce cas-là, c'est vrai qu'on en parle en termes d'opportunité, trouver, chercher. Je ne vais pas rester. En fait, je ne vais pas. Vous parlez bien du jeu au hasard, mais je ne vais pas rester dans ce couloir-là parce que un succès, une réussite, c'est bien quelque chose que l'on peut décrire. Comment ça s'est passé et on peut enseigner aux autres que voilà, il faut faire comme ceci. Est-ce que... Il faut peut-être sortir son argent, est-ce que ces jeux au hasard, je n'ai rien contre vous, hein, les promoteurs de jeux au hasard, seulement que je dis qu'il faut apprendre aux jeunes à prendre leur vie en main et de ne pas compter qu'il faut se lever le matin, aller s'asseoir
et calculer, pointer, déposer et attendre que... C'est peut-être une forme de prise de sa vie en main, coach. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si on peut enseigner si bien que les générations à venir viennent suivre ses pas, réussissent dans ce sens-là. Je ne sais pas. De toute façon, si c'est possible, moi, c'est pas le chemin que je choisirais, c'est pas le chemin que je proposerais à mes enfants de choisir. Je proposerais à mes enfants de faire quelque chose qui puisse être duplicable, qu'ils puissent enseigner aux autres que voilà comment est-ce que j'ai fait pour devenir, j'ai fait pour avoir mes millions ou bien mes milliards. Vous enseignerez quand même à vos enfants comment est-ce que vous avez fait le jeu au hasard pour gagner des milliards et que ce serait le chemin à suivre. Voilà. Pas vraiment, hein, ce qui est mon cas en tout cas. Voilà. Mais bon, s'il y en a qui sont preneurs, bah, c'est tant mieux. Tant mieux. Alors, revenons sur les caractéristiques de ces 97 personnes aujourd'hui qui, comme vous l'avez dit, ont donné la procuration de leur vie à d'autres. Comment est-ce qu'ils se caractérisent? Oui, ils vont... Oui, ils vont... Ou peut-être mieux se reconnaître dedans. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on ne cherche pas à les reconnaître, je préfère le dire comme ça, on n'est pas là pour vous reconnaître, mais on cherche à se reconnaître si jamais on est dans cette tranche de 97% et espérer en sortir, passer chez les 3%. Et tout à fait. Et si on allait même chez tous, c'est aller dans les kiosques de jeux au hasard, vous regardez le style de commentaires ils ne sont pas fiers de le faire. Ils sont là, ils se considèrent comme des victimes, comme des personnes qui sont abandonnées par la société, pour dire que là, même ceux qui sont là à jouer à longueur de journée pensent qu'ils sont des victimes de la société, victimes des tas de la société. Ah, il ne nous reste que ça. Il ne nous reste que ça. Ce sont ceux-là qui sont dans ces espaces. Mais il y en a quand même beaucoup aussi, en dehors de ces espaces, qui se considèrent comme des victimes de la société. Donc c'est ça, la victimisation, c'est la caractéristique de ceux qui ont donné la procuration de leur vie à d'autres personnes, au gouvernement, à la crise économique, à leur couleur de peau, à leur tribu, à leur race, ainsi de suite, pour expliquer ce pour lequel ils sont là où ils sont. Donc, ils se caractérisent par, j'ai dit la victimisation, et en l'occurrence, les blâmes. Ils blâment l'économie, ils blâment le gouvernement, ils blâment leur employeur, ils blâment leurs partenaires, ils blâment leur couleur de peau, ils blâment tout le monde, sauf eux. C'est-à-dire la faute à leur situation, c'est aux autres. Et si vous leur demandez, c'est-à-dire 99 fois sur 100, ils se sentent innocents par rapport à ce qui leur arrive. Ils se justifient. Donc, ils trouvent toutes les raisons pour lesquelles leur situation n'aurait pas pu être autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai traversé, avec mes parents qui étaient ci, avec le gouvernement qui était ça, avec les études que j'ai faites, est-ce que j'aurais pu être autre chose que cette personne que je suis aujourd'hui? Donc du coup, ils se justifient, ils ont les plaintes. Ils ont les plaintes. Vous savez que si vous vous concentrez sur ce qui ne marche pas, ça s'amplifie. Si vous gardez votre attention sur ce qui ne marche pas, vous ne devez que voir ces choses-là qui ne marchent pas. Oui, essentiellement. Donc, essentiellement. En contrario, si vous vous concentrez sur ce qui marche, vous aurez à voir également les opportunités. Vous savez comment est-ce que ceux des 97% font? Ils se lèvent le matin, ils réfléchissent, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont gérer les milliers de situations difficiles qui vont se passer dans la journée. Ils n'ont même pas encore commencé la journée, mais ils imaginent comment est-ce qu'ils vont gérer les milliers ou les milliards de situations difficiles qui vont se passer en journée. Pendant que celui qui appartient aux 3%, c'est d'abord dans la tête, psychologiquement. Quand il se réveille le matin, il regarde une incroyable journée encore qui s'est levée et comment est-ce qu'il aura les opportunités à trouver et comment est-ce qu'il trouvera de la ressource énergétique pour gérer ces incroyables opportunités qui sont. C'est pour cette raison que dans chaque difficulté qui va se positionner en journée, le monsieur ne verra que une opportunité, pendant que l'autre, dans chaque opportunité, il ne verra qu'une difficulté. Alors, en même temps, je suis en train de faire à la régie, je préfère vous prévenir, puisqu'on est en train de parler de ce sujet, et il y a une chanson qui colle
absolument à ce sujet où on estime que c'est la faute aux autres. Donc, je viens d'envoyer André, je viens de t'envoyer le lien. Je ne sais pas si tu nous regardes à la régie. Merci de suivre cela. Et peut-être pour sortir de cet entretien avec le coach Bertin Tchinda, on va pouvoir illustrer dans ce qui est dit ici. C'est la faute à Pahabia. Vous vous souvenez de cette chanson-là, comment vous l'avez appelée, cette fille ça vous dit non, Lady B. Voilà, Lady B. C'est une magnifique chanson. Ah bon? Ah ouais, c'est pour illustrer tout ceci derrière. Et donc, on va poursuivre, peut-être sortir par cette question, coach Bertin Tchinda. Donc, comment faire maintenant finalement pour parvenir à la tranche des 3%, sortir de nos 97%, quitter les kiosques? Oui, on va espérer gagner le milliard, parce que j'imagine que dans la psychologie de beaucoup aujourd'hui, c'est que le milliard peut être gagné dans cette affaire. Oui, quand j'ai vu cette histoire dans les réseaux sociaux hier, j'ai dit on a perdu 10 ans. Parce que pour récupérer, mais tous les jeunes vont penser qu'avec 90 francs, on a gagné. Parce que, et là, 13 milliards, c'est 150 millions. Oui, et on disait que proposition de 400 millions. Je dis, incroyable. Incroyable. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est incroyable, on a perdu encore 10 ans ou 50 ans. Parce que tous les jeunes vont se dire, ah ben, le porte-monnaie magique tue, mais celui-ci là, il ne tue pas. 90, j'ai parié mes 90 francs. Et voilà. Mais quand on a perdu 10 ans, on a gagné un multimilliardaire, non? On en parlera également, parce que si vous montrez une seule personne qui est riche parce qu'il a gagné au jeu au hasard, si vous montrez une seule personne, qui... Mon voisin à Yaoundé. Parce que, oui, quand... Amangué, oui. Kafou Beignet à la descente. Voilà. Gardien de nuit de son état. Oui. PMUC, 65 millions coach. Oui, et aujourd'hui... le même jour, il est parti. Oui, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a entrepris? Est-ce que vous l'avez revu depuis? Bon, j'ai pas Parce que c'est ça le problème. Dans ce qu'on en fait. Parce que quand on n'est pas préparé à ça, la richesse n'est pas une quantité d'argent que l'on a mis dans une caisse, on vous a donné. Elle est d'abord dans l'esprit. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas milliardaire avant de devenir milliardaire, vous ne serez jamais milliardaire. Ah, d'accord, là c'est compris. Voilà. C'est un débat qu'on va pouvoir ouvrir qui permet aujourd'hui à comment se préparer psychologiquement à la réussite. Peut-être, oui. Parce que ce n'est pas un signe de réussite en soi déjà que d'avoir gagné seulement. Voilà. D'après vous. Effectivement. D'accord. Donc, il faut qu'il soit déjà dans un premier temps préparé. Et il ne peut que jouer durant toute sa vie. Et il va miser de fortes sommes. Ouais. Après 10 ans, il faut aller rechercher qu'est devenu celui-là qui avait gagné 300 millions au jeu au hasard. Et combien de personnes il a appauvri dans son entourage parce qu'il a motivé les autres à jouer tout en croyant qu'ils vont gagner aussi les 300 millions. Mais si on veut motiver les gens à se retrouver dans les 3%, coach, et prendre le contrôle de leur vie en 2022. Voilà, donc là... Comment se mettre dans cette posture des 3% qui prennent leur vie en main à 2022? La première des choses, c'est de soigner son cercle d'influence. Ouais. Vous voyez que dans votre cercle d'influence, il y a ceux que vous fréquentez. Et ceux que vous fréquentez, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez au quotidien. Et des personnes qui ont une qualité, une forme de réflexion, une forme d'analyse. Et vous allez vous rendre compte que d'ici un mois, vous allez devenir ce style de personne-là. Donc, si vous voulez sortir de votre zone de confort, de cette chose-là, de cette partie-là qui ne vous amène pas à prendre votre vie à main et la contrôler, si vous voulez sortir de là, alors faites-vous la compagnie de ceux-là qui prennent leur vie en main déjà. Vous devez faire grimper votre indice d'enseignabilité. Je ne le dirai jamais assez. L'indice d'enseignabilité, c'est votre volonté de continuer à apprendre et vous préparer aux opportunités et la volonté d'accepter le changement. Vous savez pourquoi est-ce que celui qui gagne 65 millions, 10 ans après, il est devenu beaucoup plus pauvre? Parce qu'il ne s'est pas préparé à adopter le changement de posture, le changement d'attitude. Parce que aptitude plus attitude égale altitude. Or, s'il prend 65 millions sans être préparé à atteindre une certaine altitude et il n'a que l'aptitude qui est cette somme d'argent sans changer d'attitude, les choses ne vont pas marcher. Il faut construire son cerveau collectif, c'est-à-dire savoir comment est-ce que
on s'entoure de telle sorte que si j'ai une difficulté financière, voilà qui je tiens, je contacte. Si j'ai une difficulté sur le plan santé, voilà qui je contacte. Si j'ai une difficulté psychologique, sociale ou familiale ou spirituelle, voilà qui est-ce que je contacte. C'est vrai que c'est un peu beaucoup plus long à détailler, mais je pense que ceux qui ont envie de prendre leur vie en main, peuvent déjà prendre tout ceci pour se situer. Et pour prendre cela, pour se situer et avoir plus de détails, en appelant le coach Bertin Tchinda au bas du petit écran. Voilà. Merci beaucoup, coach. Merci, Christian. Prenez le numéro de téléphone. Ce n'est pas la faute aux autres, c'est la faute à vous-même. Il y en a qui disent que c'est la faute à Parabia. Lady B nous le dit en chanson pour illustrer tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Salut.